Et voilà, bonjour les amis, le réglage du plus célèbre des autofocus autofocants et un nouveau JT du grenier, sans montage, sans trucage, rien que pour vous. Me revoilà en ce lundi de la Pentecôte, me semble-t-il. Et donc j'apparais, normalement tout est réglé. Coucou les amis, bienvenue à nouveau dans mon grenier. Nous sommes lundi exceptionnellement, nous ne sommes pas dimanche. J'étais occupé hier, je vaquais par monts et par vaux. Je vous propose cette semaine que nous parlions de l'inflation. Vous avez sans doute remarqué que de plus en plus de gens vous parlent de l'inflation. Alors vous regarderez, je crois que c'est une vidéo qui date justement du mois d'avril ou mai 2020, donc il y a un an, il y a un an déjà, je vais vous parler du choc inflationniste qui allait être induit par la pandémie, les confinements et notamment un choc inflationniste lié à la productivité, à l'effondrement de la productivité, lié à la distanciation sociale, aux mesures barrières, aux jauges, etc. Et donc tout ça était éminemment prévisible, éminemment prévu, et donc nous y voilà, un an après, on est dans le dur du sujet de l'inflation, ça commencera à être palpable, objectivement, là on en est aux pénuries, on en est, après les pénuries, les premières augmentations de prix très significatives chez les grossistes, dans le BTP, pour tout ce qui est industrie, matériaux, etc. Donc là c'est déjà en train de très très fortement augmenter. Et puis vous allez voir arriver petit à petit cette inflation, globalement à peu près au mois de septembre, dans votre assiette et en tout cas dans votre porte-monnaie de manière à mon sens très prégnante. Et je voulais remettre, alors je l'ai dit, je faisais mon dossier stratégie ce mois-ci sur l'inflation, donc on va parler longuement de l'inflation, parce que toutes les inflations ne se valent pas, toutes les inflations, tous les types d'inflation n'ont pas les mêmes causes, n'ont pas tout à fait exactement les mêmes conséquences. Alors la conséquence ultime, elle est toujours identique, c'est l'augmentation des prix. Mais vous allez voir, il y a tout de même un certain nombre de différences, et donc toutes les inflations ne se valent pas, et je dirais même plus, elles ne représentent pas le même risque pour votre épargne, car au bout du compte, qui dit inflation dit augmentation des prix, et augmentation des prix, si les salaires n'évoluent pas, ça veut dire une baisse de votre pouvoir d'achat, et ça veut dire une paupérisation. Donc, sauver votre argent, c'est pas une option, c'est une obligation. Se protéger de l'inflation, si on fait une gestion en bon père de famille ou en bonne mère de famille, c'est pas une option, c'est une obligation. Se protéger de l'inflation, c'est très important. Et donc déjà, il faut comprendre ce à quoi nous sommes confrontés pour pouvoir mieux évidemment s'en protéger ou s'en prémunir, en tout cas c'est la base. Il faut déjà comprendre ce à quoi nous sommes confrontés et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. L'inflation, c'est quoi ? On va vous dire basiquement, c'est la hausse généralisée des prix. Ok, d'accord. C'est la hausse généralisée des prix. Mais ça, c'est la définition qu'on vous apprend en classe de seconde, en initiation économique et sociale. Alors ça ne doit plus s'appeler comme ça aujourd'hui, mais enfin, vous voyez l'idée. Les plus jeunes me pardonneront, mais en tout cas, c'est ce qu'on apprend en cours d'éco. L'inflation, c'est l'augmentation généralisée du niveau des prix. Mais pas que. Il y a plusieurs types d'inflation et il y a plusieurs manières de voir l'inflation. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Alors, il y a tout d'abord l'inflation qu'on va appeler l'inflation de croissance. Moi, je l'appelle l'inflation de croissance. C'est pas académique, mais je m'en fiche. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. L'inflation de croissance, c'est l'inflation qu'il y a quand il y a de la croissance. Waouh, super, merci Charles, trop fort. Et oui, donc, quand il y a beaucoup de demandes, alors par définition, quand il y a beaucoup de demandes, on parle toujours de demandes solvables. Moi aussi, on a tous envie d'acheter une Rolls-Royce. Donc il y a plein de demandes pour acheter des Rolls-Royce, mais enfin on n'a pas l'argent pour se payer tous une Rolls-Royce. Donc il y a beaucoup de demandes pour la Rolls-Royce, mais il n'y a pas beaucoup de demandes solvables pour les Rolls-Royce, donc on ne vend pas beaucoup de Rolls-Royce. Ceci étant posé, pour qu'il y ait beaucoup de demandes, il faut qu'il y ait une demande solvable. Donc quand on est dans un cycle de croissance économique important, qu'on est au plein emploi, que tout le monde a du travail, que tout le monde a un salaire, et que comme c'est le plein emploi en plus, on démissionne de l'un à l'autre, puis les salaires y montent, etc., etc., eh bien évidemment, il y a une demande solvable.
Et donc cette demande solvable, elle est importante, et comme elle est importante, eh ben, les capacités de production ne suivent pas, et donc évidemment les prix montent parce que l'ajustement se fait par le prix. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter tous leur voiture au même moment, et puis dans les usines, ça ne suit pas tout à fait, et d'ailleurs c'est le plein emploi, puis même que l'usine elle a du mal à recruter, donc forcément elle a du mal à sortir de nouvelles voitures, et donc elle n'arrive pas à suivre, le prix des voitures augmente forcément puisque l'ajustement se fait par le prix. Donc ça, c'est l'inflation de croissance. Alors, vous allez me dire, bah oui, bon, inflation de croissance, pas de croissance, on n'est pas... Eh bien si, figurez-vous, nous sommes dans ce contexte d'inflation de croissance. Pourquoi? Parce que avec les confinements et l'épargne qui a été confinée, je vous renvoie à la vidéo Votre épargne aussi est confinée, vous pouvez regarder dans la liste des vidéos, Votre épargne aussi est confinée, eh bien les gens ont mis des milliards de côté. En France, mais partout dans le monde. Donc aujourd'hui, vous avez en France presque 200 milliards d'euros qui ont été capitalisés, mis de côté, épargnés, en plus de ce qu'on met de côté d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas le consommer, parce qu'on était chez nous, parce qu'on était confinés, parce que tout ce qui était non essentiel était fermé. Plus de restaurants, plus de magasins, plus de cinéma, plus de fringues, plus rien. Donc évidemment, vous avez aujourd'hui une demande ultra solvable. Donc nous avons une forme d'inflation, de croissance qui est assez logique. Quand on confine aussi notre épargne, on confine nos sous, on confine nos dépenses, donc on ne fait plus rien. Et puis quand on est libéré et que le confinement prend fin, on se précipite dans les magasins. Moi le premier, je vais pas... voilà. Pourquoi je me précipite le premier dans les magasins? Parce que j'ai 3 enfants et que les pieds, ils ont grandi, les petits bonhommes et les petites bonnes femmes, elles ont grandi aussi, et qu'elles ont besoin d'un nouveau t-shirt, d'un nouveau pantalon, d'une nouvelle paire de chaussures, etc. Et tout ça, on pouvait évidemment pas l'acheter, donc hop, on se précipite dans les magasins et on va refaire les trousseaux des enfants, etc. Et donc, ce qu'on n'avait pas dépensé, ce qu'on n'avait pas dépensé pendant plusieurs semaines, en une semaine, on le dépense. Donc, je force le trait, mais vous voyez un petit peu la logique. Donc, ça revient à faire une forme d'inflation de croissance, une très forte demande de tout le monde au même moment, une demande qui est solvable. Les gens ont été solvabilisés et parce qu'ils ont épargné, parce qu'ils n'ont pas dépensé, et aussi parce qu'ils ont été aidés, donc même ceux qui ne travaillaient pas ou ce genre de choses, avec le quoi qu'il en coûte et avec les plans d'aide, eh bien évidemment, les États ont maintenu la solvabilité des gens dans la majeure partie des cas. Résultat, il y a une demande forte et solvable, brutale, et donc ça crée l'équivalent momentané d'une inflation de croissance. Alors évidemment, là, on a les symptômes de quelque chose qui est temporaire. On ne voit pas forcément une fois qu'on aura dépensé nos 200 milliards, on aura eu un choc temporaire de croissance, d'inflation de croissance, mais ce sera temporaire, ça ne sera pas forcément durable. En tout cas, pas sur la notion d'inflation de croissance. Donc voilà pour premier type d'inflation. Deuxième type d'inflation, c'est l'inflation très connue, c'est l'inflation de type monétaire. C'est pas les prix qui augmentent en fait, et c'est l'autre manière de voir l'inflation. On vous dit c'est la hausse généralisée des prix, oui, enfin ça peut être la baisse généralisée de la valeur de votre monnaie. Donc vous avez 2 manières de voir l'inflation. La première façon c'est la hausse généralisée des prix, et la deuxième manière c'est la baisse généralisée de la valeur de votre monnaie. Et là, on est évidemment dans l'inflation type Monopoly monétaire. Pourquoi Monopoly? Vous savez, quand on est plus ou moins jeune et qu'on fait une partie de Monopoly, à la fin, il y en a un, il est ruiné parce qu'il est tombé 4 fois d'affilée sur la rue de la Paix et qu'il a payé le tarif maximum. Et comme on n'a pas envie que la partie s'arrête, on va prendre des sous dans la banque. Et puis une fois que la banque, elle a plus de sous et plus assez de billets, on prend un papier puis on commence à noter qu'on doit tant, et bien évidemment on part dans l'économie monétaire, on crée de la monnaie en fait. Et comme la banque n'a plus de sous, on lui en crée d'autres. Et c'est exactement comme ça que l'on fonctionne, c'est la création monétaire. Et quand on fait beaucoup de création monétaire, qu'est-ce qui se passe? En réalité, ce n'est pas le prix des produits qui augmente, c'est que celui qui va vous vendre les produits, il trouve qu'il y a tellement de monnaie en circulation qu'il va exiger de plus en plus de quantité de monnaie pour vous laisser son produit. En clair, chaque unité monétaire vaut de moins en moins en termes de pouvoir d'achat. Donc c'est l'effondrement de la valeur de votre monnaie.
Pensez au rouble russe, pensez à l'époque de Boris Yeltsin, pensez au Venezuela actuellement qui est en hyperinflation, pensez au Zimbabwe de Mugabe, pensez à l'Argentine de 2001. Tout ça, ce sont des crises hyperinflationnistes, d'effondrement de la confiance dans la monnaie, et donc c'est la valeur de la monnaie qui baisse. Alors, est-ce qu'on est dans ce contexte? Bah oui, bien sûr qu'on est aussi dans ce contexte et qu'on est aussi confronté à une inflation monétaire. Pourquoi? Eh bien parce que les banques centrales ont imprimé une quantité effarante de monnaie. Je ne vous ai pas mis le graphique ici, il est dans le dossier stratégie consacré à l'inflation, mais je vous livre quand même la petite information comme ça, juste pour les plus curieux et les plus fureteurs parmi vous. Vous irez regarder sur le site Fred, F-R-E-D, comme le prénom Fred, Fred of Saint-Louis, c'est la banque, le site de la Réserve fédérale qui donne les statistiques, et vous tapez monnaie stock M1, d'accord, monnaie stock M1 qui est la masse monétaire M1, et vous regardez, au 1er janvier 2020, la masse monétaire M1, c'est-à-dire le cash aux États-Unis, était de 4 000 milliards de dollars, et un an après, nous sommes à 20 000 milliards de dollars globalement. Donc c'est une multiplication par 5 en un an de la masse monétaire. C'est juste sans précédent, c'est du jamais vu, c'est pas du Zimbabwe et c'est pas du Venezuela, c'est même presque pire. Donc jamais les États-Unis n'ont multiplié par 4 leur masse monétaire M1 en une année. C'est juste totalement terrifiant. Donc évidemment que nous sommes dans une inflation monétaire de type Monopoly, et ça se voit notamment avec l'augmentation des matières premières, et d'un article que je vous ai écrit il y a quelques jours de cela, en vous disant que les pénuries c'était volontaire, et oui c'est volontaire, et la Chine assèche un certain nombre de choses sur le marché pour pouvoir survivre à l'inflation qui vient, et donc sauver aussi son modèle économique. Donc c'est très compliqué là ce qui est en train de se jouer actuellement. Mais ce n'est pas la seule inflation, l'inflation monétaire. Vous avez également donc l'inflation importée. Et l'inflation importée, je vous en parle à l'instant, c'est avec l'énergie et les matières premières. Alors, le prix du pétrole augmente, le prix de l'énergie augmente. Alors vous allez me dire, oui mais bon, voilà quoi, nous on n'est pas forcément dans ce contexte. Eh bien si, on est dans ce contexte. On est dans le contexte complètement d'une inflation importée. Alors, pas tant parce que le prix de l'essence il augmente en fait, c'est désagréable, et puis tous ceux qui ont besoin de rouler pour aller travailler, c'est une ponction effectivement de leur pouvoir d'achat. Mais c'est pas ça qui est très important. Ce qui est très important à avoir en tête, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nous ne produisons plus grand-chose. Donc l'inflation importée, elle n'est pas que sur l'énergie, elle n'est pas que sur les matières premières, elle est aussi maintenant à prendre en considération sur les produits finis que nous importons. Et quand les produits chinois augmentent, nous importons l'inflation de l'augmentation des produits chinois. Et oui, parce que l'inflation importée dans sa définition d'origine, c'est l'énergie et les matières premières. Parce que, vous savez, nous, la France, pays industriel, dans les années 50, 60, 70, l'économie, ça date de tout ça. Bon, eh bien, on importait des matières premières, ça alimentait nos usines, et puis on sortait des produits finis. Mais aujourd'hui, on a fermé nos usines, on a délocalisé nos usines, et on n'a plus d'usines fabriquant des produits finis. Nous importons tout. Et donc, en fait, finalement, paradoxalement, nous importons beaucoup moins aujourd'hui de matières premières pour les transformer que de produits finis. Donc, ça s'est complètement inversé. Donc, il faut également regarder dans l'inflation importée, évidemment, quoi? L'évolution du prix des produits qui viennent de Chine. Et vous savez quoi? Eh bien, il monte, et il monte considérablement. Et c'est un mouvement qui va continuer. Pourquoi c'est un mouvement qui va continuer? Parce que la Chine va vouloir réajuster le partage, et veut réajuster le partage de la valeur ajoutée, puisque jusqu'à présent, on achetait à pas cher toutes les petites chinoiseries, mais les petites chinoiseries, aujourd'hui, elles vont valoir de plus en plus cher, parce qu'il y a un coût environnemental pour la Chine, il y a un coût social, et puis qu'aujourd'hui, la Chine est aussi, pour un certain nombre de choses, en position complètement dominante. Nous n'avons plus les capacités de production, et donc à partir du moment où nous n'avons plus les capacités de production, il n'y a plus de concurrence. La seule concurrence possible, elle est chinoise, et quand vous avez peut-être effectivement
50 usines chinoises capables de vous produire des téléphones portables, mais si les 50 usines chinoises se mettent d'accord pour augmenter le prix des téléphones portables, avec l'amical soutien du Parti communiste chinois, eh bien je peux vous assurer que le prix des téléphones portables va considérablement augmenter parce que ce sont les seuls à les produire et que nous n'avons pas les capacités de production pour pouvoir les concurrencer. Donc vous voyez, l'inflation importée, on y est évidemment confronté et on va y être de plus en plus confronté au fur et à mesure que la Chine voudra prendre une part plus importante de la valeur ajoutée, puisque pour vous le dire autrement, un iPhone qui est produit à 100 $ en Chine et qui est revendu 1200 € en Europe, eh bien, il fait 1200 € de chiffre d'affaires en Europe, mais il ne fait que 100 $ ou 100 € en Chine. Et donc la Chine veut rééquilibrer évidemment ce partage assez injuste de la valeur ajoutée, vous l'aurez compris, donc 600 $ en Chine et puis 600 $ aux États-Unis et on ferait moitié-moitié. Donc nous sommes évidemment dans un contexte d'inflation importée. Et ensuite, l'inflation par les coûts, c'est quand les salaires et les charges montent. Je vous entends déjà me dire, Charles, les salaires, ils montent pas. Et je vous dirai, oui, vous avez raison, les salaires ne montent pas. Mais les charges, elles, oui, elles montent. Et elles montent comment, les charges? Elles montent notamment parce que il y a une baisse importante de la productivité. Alors ça veut dire que les gens ils travaillent moins vite. Et pourquoi ils travaillent moins vite, les gens? Parce qu'on a de la distanciation sociale, des jauges, des règles sanitaires, on a une terrasse avec une personne sur deux, une table étalée d'1,50 m machin, la salle à l'intérieur elle est fermée, tant et si bien qu'il y a plein de restaurants par exemple qui ont ouvert une journée puis qui ont fermé le lendemain parce que c'est pas rentable évidemment d'ouvrir avec 5 places ou 6 places ou 10 places ou 20 places en terrasse alors qu'on a une structure qui est faite pour tourner, je vous dis n'importe quoi, voilà, à 150 couverts par jour entre le matin et le soir. Et donc vous êtes rentable à 150 couverts, mais vous n'êtes pas du tout rentable à 50 couverts ou à 40 couverts sur une terrasse, et en plus avec la météo désastreuse qui est la nôtre et qui s'abat sur le pays. Donc c'est évidemment pas un temps super pour aller sur les terrasses. Espérons que ça change vite pour nos amis bistrotiers et restaurateurs, évidemment. Alors, on est évidemment dans un choc de l'augmentation des charges, parce que nous avons une baisse de la productivité avec cette histoire de protocole sanitaire. Alors je vous disais, il y a des primes versées à nos concitoyens de première ligne ou de seconde ligne. C'est marginal ça, hein, dans la notion d'augmentation de salaire, c'est tout à fait marginal. Donc c'est pas ça qui va faire le gros de l'inflation des coûts. Ce qui fait le gros de l'inflation de coûts, eh ben, c'est votre coiffeur qui doit pas prendre plus d'une personne à la fois, qui travaille maintenant sur rendez-vous, qui peut plus avoir la queue dans son salon, etc., etc. Il a une distanciation, il ne peut pas mettre là où il avait 4 fauteuils et 4 coiffeurs, et c'est 1 sur 2, donc il n'a plus que 2 coiffeurs et 2 fauteuils au lieu de 4. Donc voilà, donc tout ça, c'est une chute majeure de la productivité, et cette chute majeure de la productivité dont je vous parlais déjà dans la vidéo d'il y a un an, le choc inflationniste, eh bien, ça entraîne une augmentation très importante des coûts et donc de l'inflation. Et nombreux ont été les coiffeurs à augmenter de 2 ou 3 euros la coupe. Bon, au pourcentage, ça fait beaucoup. Quand de 18 euros vous passez à 20, ben vous êtes à plus de 10% d'augmentation. Donc c'est évidemment très inflationniste. Donc est-ce que nous sommes dans un contexte d'inflation par les coûts? Oui, nous sommes aussi dans un contexte d'inflation par les coûts. Charles, mais en fait, on est en train d'avoir toutes les inflations. Oui, les amis, c'est exactement ça que je voulais partager avec vous comme idée. Et vous allez voir, c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Parce qu'il y a aussi l'inflation des normes. Et donc ça, l'inflation des normes, c'est autre chose. C'est pas lié au Covid, c'est pas lié. Bon, c'est lié au fait que chaque année, nos aimables législateurs, les mamamouchis, nos hommes politiques, pour justifier leur utilité absolument extraordinaire au sein de la société, décident de nous augmenter les normes. Alors nous avons les normes européennes, nous avons les normes internationales, nous avons les normes nationales, nous avons les normes départementales, nous avons les normes régionales, nous avons les normes municipales et communales. Et donc en fait, tout le monde y va de sa petite norme, la norme des bâtiments de France, la norme dans le BTP, la norme dans la sécurité, la norme pour tout. D'accord? Et donc,
évidemment, qu'est-ce que ça fait ces normes? Eh bien, elles augmentent les coûts de production également. Mais c'est des coûts de production qui sont non pas liés à un contexte économique, mais liés vraiment à un contexte de décision politique. C'est-à-dire que pour supprimer l'inflation des normes, il suffit de ne pas faire de nouvelles normes. D'accord? Donc pensez par exemple à la transition énergétique, aux nouvelles normes qu'on impose pour isoler les bâtiments, tout ça, ça enchérit énormément le coût de la construction et ça nécessite de rénover des bâtiments anciens qui marchaient très bien, mais dans lesquels il faut faire énormément de travaux, donc que l'on rend volontairement obsolètes et on vous interdit même de les louer si jamais vous ne faites pas tel ou tel travaux. Donc c'est vraiment l'inflation par les normes. Est-ce qu'on est dans ce contexte? Évidemment qu'on est dans ce contexte. Et regardez, pensez aux apprentis qui ne peuvent pas monter sur une échelle, ou le fait qu'il faille un camion nacelle à la place des échelles pour éviter les accidents. Tout cela est très coûteux, on est évidemment pour éviter les accidents et personne ne mérite de mourir au travail. Mais quand même, je ne résiste pas à vous montrer cette petite photo qui sort de ma photothèque personnelle. C'était dans ma rue, il y a 2 ou 3 ans de ça, et donc regardez, c'est un camion nacelle, donc on a mis 3 places, il a fallu demander à l'autorisation à la mairie de bloquer 3 places, il a fallu mettre des panneaux d'enlèvement, il a fallu payer un timbre pour avoir l'autorisation à la mairie, puis le camion nacelle est arrivé, les gens n'ont pas eu le droit de se garer pendant un certain temps, peut-être même il y en a un qui s'est garé, on a dû faire venir une dépanneuses et ça a reculé les travaux parce que quand le gars est venu, il ne pouvait pas mettre son camion nacelle, et regardez, il monte à une hauteur de, allez, il n'est même pas à 2 mètres de haut. Voilà, il n'est même pas à 2 mètres de haut. C'est tout juste s'il peut suffisamment descendre la nacelle pour aller suffisamment bas. Il aurait pu arriver avec une simple échelle, quand même sécurisée, etc. Bon, et puis ils auraient pu être à 2 avec le gars qui tenait, un gars qui tient l'échelle, l'autre qui monte. Encore une fois, là, on ne monte pas à 25 mètres de haut, on ne monte même pas à 10 mètres de haut. Là, une chute évidemment gravissime, mortelle, tout ce qu'on veut, la nacelle a tout son sens. Bon, voilà, je crois que là, l'inflation des normes, c'était juste pour vous montrer, voilà ce que ça donne l'inflation des normes. Et donc, des fois, on perd évidemment en efficacité, on perd en fluidité, et puis vivre, c'est dangereux, et on finit toujours par mourir. Encore une fois, je ne vous parle pas de monter à 2, 3, 4, 5 mètres de haut. Là, vous voyez, c'est tout juste, s'il se mettait là et qu'il levait les bras, il atteignait la petite boîte pour faire son raccordement téléphonique, qui est, voilà, même pas au niveau du haut de la fenêtre. Alors, la situation, vous l'aurez compris, elle est inquiétante. Pourquoi? Parce que nous cumulons toutes les inflations. Nous cumulons toutes les différentes formes d'inflation. Inflation de croissance, inflation monétaire, inflation importée, inflation des coûts et inflation des normes normatives. Bon, même si celle-là, on pourrait la mettre assez facilement de côté, dans un contexte de raréfaction des ressources et de transition énergétique qui sont par essence inflationnistes, dans une économie qui par ailleurs peut sembler tout à fait déflationniste. Et ça, c'est également extrêmement paradoxal. Mais continuons un petit peu notre raisonnement, les copains. Alors, pour que l'inflation soit durable, je pense qu'on est tous d'accord, il faut quoi? Il faut de la solvabilité. Donc la limite à l'inflation, c'est toujours la solvabilité. Et donc, de manière générale, la solvabilité, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat des agents économiques. Entreprises, particuliers, ménages, tout ce qu'on veut. La limite à l'inflation, c'est toujours la capacité des gens de payer. Si demain, vous dites que tout le monde gagne, on est tous au SMIC, on va raisonner simplement, on est tous au SMIC, on est tous à 1 200 € net par mois, et puis le paquet de nouilles, il vaut 200 €. Ça va être compliqué quand même. Hein. Donc avec 1 200 € net par mois pour chacun de nous, le prix des nouilles peut toujours être à 200 €, mais il n'y aura personne pour s'acheter un paquet de nouilles à 200 €. Et donc s'il n'y a personne pour s'acheter un paquet de nouilles à 200 €, évidemment, la demande en paquet de nouilles va s'effondrer, donc les prix vont baisser jusqu'à ce que les consommateurs reviennent. Ça, c'est la théorie. Donc il faut que, pour qu'il puisse y avoir une inflation durable, il faut évidemment que le pouvoir d'achat soit indexé et donc que quelque part, il y ait une forme d'indexation des revenus et des salaires et donc que quelque part, pour que l'inflation soit autant entretenue, il faut que les salaires puissent suivre l'inflation. Si les salaires n'augmentent pas, vous aurez, comme le vice-président de la Fed l'indique, il dit « je vois toujours l'inflation comme
temporaire. Et pourquoi l'inflation va être temporaire? Parce qu'on ne vous augmentera pas les salaires, les cocos. Donc vous allez prendre 10% d'appauvrissement ou 15% d'appauvrissement sur un gros choc inflationniste, mais comme on n'augmentera pas les salaires, on ne rentrera pas dans une spirale inflationniste durable. Et donc c'est pour ça qu'au niveau des banques centrales, ne vous inquiétez pas, même si on a un gros boost d'inflation, même si on a un gros pic d'inflation, même si on a 5, 10, 15% d'inflation, de toute manière, ça sera 5, 10, 15% d'inflation sur 1 ou 2 ans. Et puis après, ça va se réguler. Ça ne sera que temporaire, puisque de toute façon, on ne va pas augmenter les salaires derrière. C'est la thèse officielle des banques centrales. Donc à ce niveau-là, on pourrait dire, vous inquiétez pas les amis, vous allez juste vous appauvrir de 10 ou 15% de pouvoir d'achat, mais comme on n'augmentera pas vos salaires, rassurez-vous, ça ne sera pas pire que ça. Oh, quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Vous ne serez que un peu plus pauvre et pas beaucoup moins pauvre. Pourquoi les marchés ont peur, me direz-vous alors? Pourquoi on a peur et pourquoi on parle tant de l'inflation? Parce que s'il y a de l'inflation, alors pour combattre l'inflation, qu'est-ce qu'on fait? On monte les taux d'intérêt. Mais s'il y a une hausse des taux d'intérêt, le problème, il va se situer sur le ratio et sur la solvabilité des États, et donc sur le ratio dette sur PIB de tous les grands États, qui sont à plus de 120 ou 130% de dette sur PIB. La France, l'Italie, la Grèce, les États-Unis d'Amérique, tout ça c'est plus de 120% de dette sur PIB, d'accord, aujourd'hui. Et donc, quand vous mettez des taux d'intérêt à 5% sur 120% de votre PIB, waouh, comment vous faites pour payer? Vous ne pouvez pas payer, à moins d'avoir plus de 5 ou 6% de croissance. Et là, ça devient très compliqué. Donc en réalité, ce qui terrifie et terrorise les marchés, c'est pas l'inflation, ils s'en contrefichent. Ce qui terrorise et terrifie les marchés, c'est l'idée de se dire que s'il y a de l'inflation, les banques centrales pourraient augmenter les taux, et si elles augmentent les taux, il y a l'insolvabilité généralisée dans l'ensemble des acteurs économiques, puisque tout le monde est surendetté. D'accord? Les dettes, on en a tous jusque-là. Tout le monde a des dettes. Tout le monde, les entreprises sont surendettées, les entreprises zombies, j'en parle pas. Quant aux États, ils sont carrément en faillite virtuelle théorique. D'ailleurs, la France, selon une étude, ne retrouverait pas son niveau de dette avant Covid, avant 67 ans. Wow, 67 ans, oui. 2020 plus 67, 2088. Voilà. Donc avant 2088, nous ne retrouverions pas notre dette d'avant Covid, donc notre niveau de dette de 2019. Waouh, on est franchement pas bien. Et ça, c'est encore si tout se passe bien et que tout s'arrête là. Donc c'est ça qui terrorise les marchés. On résume, les amis. Nous sommes confrontés à tous les types d'inflation. Les banques centrales postulent que l'inflation sera temporaire et les marchés sont effrayés parce qu'ils ont très peur d'une hausse significative de taux d'intérêt qui pousserait vers l'insolvabilité l'ensemble des acteurs économiques et des agents économiques très fortement endettés. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Conclusion, l'inflation pourrait être durable, contrairement à ce que racontent les banques centrales, et si oui, dans quel cas? Voilà une question très intéressante à se poser. Si l'inflation est durable, les taux vont-ils monter? Comment et dans quelle proportion? Voilà une autre question qui serait quand même vachement intéressant de se poser. Les banques centrales pourraient-elles perdre le contrôle de l'inflation? Pas évident. Les banques centrales et les États ont-ils intérêt plutôt à l'inflation, à la déflation ou à la stagflation? Et comme dirait mon ami Colombo qui cherche toujours sa femme, cui bono et à qui profite le crime? Enfin, en cas d'inflation, comment protéger mon patrimoine? Alors avec des boîtes de conserve qui seront un superbe placement. Sachez qu'avec l'inflation endémique sur le prix des pâtes et la hausse des boîtes de raviolis, de toute façon, acheter des boîtes de conserve, c'est nettement mieux que votre livret A qui vous rapporte rien. De l'or, des obligations indexées sur l'inflation, des actions en bourse, de l'immobilier neuf ou ancien. Bref, quel actif je vais privilégier si je parle inflation? Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'avec des taux zéro et une inflation à 5% par exemple, et 5% je suis gentil,
eh bien, vous allez vous faire voler votre épargne. Si votre épargne elle vous rapporte 0,5, 1%, et que l'inflation est de 5%, eh bien, vous vous êtes appauvri de 4%. Donc, c'est dommage de mettre de l'argent de côté pour perdre en pouvoir d'achat. Donc, l'inflation, avec les taux zéro qui sont les nôtres, c'est évidemment une taxe directement prise et ponctionnée sur votre épargne. Il va y avoir une nouvelle donne inflationniste durable, et ça, c'est la lettre stratégie et le dossier stratégie du mois de mai 2021, dans lequel je vous parle du retour de l'inflation, comment ne pas se faire ruiner, comprendre, adapter, prospérer, cap, comprendre, adapter, prospérer. Soyez cap d'affronter l'inflation qui vient. Je pense qu'elle sera beaucoup plus durable que ce que l'on vous dit. Elle sera beaucoup plus durable que ce que l'on vous dit parce que les banques centrales auront intérêt évidemment beaucoup plus à l'inflation qu'à la déflation ou qu'à la stagflation, et que nous allons devoir évoluer, et ça fait quelques semaines que je vous en parle, et même un an que je vous avais tiré le signal d'alerte là-dessus. Les banques centrales vont avoir besoin d'inflation et nous allons évoluer dans un contexte beaucoup plus inflationniste que ce que l'on peut croire. Et je postule, et je vous explique tout ça dans ce dossier, que les taux d'intérêt ne monteront pas. Voilà. Et donc nous allons connaître une phase d'inflation importante avec une absence d'augmentation des taux d'intérêt. Et si les taux montent, ce sera de manière extrêmement faible et homéopathique, juste à des fins de communication et de pilotage de la communication des banques centrales et des autorités monétaires. Mais en réalité, nous allons connaître une période de forte inflation, de taux très bas, et donc ça va changer toute l'allocation d'actifs que l'on va pouvoir faire. Et c'est tout ça que je vous explique là-dedans, que je vous décrypte, mais que j'essaye de vous démontrer, évidemment, et avec toutes les implications que ça peut avoir. Donc n'hésitez pas, évidemment, à vous abonner. Tiens, justement, à propos de vous abonner, merci à vous. Merci de me mettre un gros doigt bleu de Schtroumpf, de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube Le Grenier de l'Écho, de faire connaître ma petite chaîne. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre quotidienne insolentiae.com pour avoir les infos gratuites, et puis /boutique pour vous abonner à la lettre stratégie, mais sinon vous devez avoir un petit truc là-haut, un petit i qui vous emmène sur la lettre stratégie, sinon en lien dans la description de la vidéo. Voilà les amis, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve dimanche prochain cette fois-ci pour une nouvelle vidéo du JT du Grenier. Salut les amis, prenez bien soin de vous, à très bientôt, au revoir.